Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous arrivons au 106e SITREP, nous sommes le 8 septembre 2018 et eh bien il fallait s'attendre à des suites, hein. Évidemment par rapport à ce cataclysme pour la République populaire de Donetsk, c'est-à-dire les conséquences de l'assassinat lâche du chef de l'État de la République, c'est-à-dire Alexander Zakharchenko. Et en plus, on assiste à une recrudescence très nette des bombardements, hein, civils. Et là, je te laisse nous donner les informations. Ouais, donc je vais commencer comme la dernière fois d'abord par les infos concernant donc là les funérailles du chef de l'État, puisque la dernière fois c'était la veille des funérailles, donc je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'infos que ça. Donc le 2 septembre a eu lieu la cérémonie de funérailles publiques d'Alexandre Zakharchenko, alors que le théâtre où se trouvait son cercueil n'ouvrait ses portes au public qu'à 9h. Dès 8h, une file d'attente d'un bon kilomètre s'étirait déjà dans l'avenue Artioma. En tout, c'est près de 200 000 personnes qui sont venues dire adieu au chef de l'État assassiné, donc c'est 4 fois plus que pour Motorola ou Givy. Des personnes sont même venues d'autres villes de la République comme Gorlovka et Makeyevka pour faire leurs adieux. Il y avait tellement de monde qu'au lieu des 2 heures habituelles, cette fois, les gens ont eu 3h30 pour déposer des fleurs et se recueillir devant le cercueil. Donc vraiment, là... Il faut insister sur le fait que malgré la sécurité qui a dû être certainement renforcée, et à raison d'ailleurs, les citoyens qui sont venus assister aux funérailles ont pris des risques parce que l'armée potentiellement ukrainienne... ça pouvait être assez dangereux. Ah bah oui, avec des bombardements. En tout cas, donc même ainsi, ces 3h30 n'ont pas suffi pour permettre à tout le monde de déposer des fleurs et se recueillir devant le cercueil. Beaucoup de personnes ont dû se résoudre à faire passer leurs fleurs de main en main jusqu'au théâtre ou à les jeter sur le convoi quand celui-ci s'est mis en marche. On a eu la présence de délégations étrangères, entre autres le chef de la République populaire de Lugansk, Leonid Pasechnik, le président de la République d'Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov, le vice-premier ministre d'Abkhazie, Astamour Ketsba, le chef de la République de Crimée, Sergei Aksionov, les députés de la Douma russe, Natalia Poklonskaya, Andrei Kozenko, et Kazbiek Taïsaïev, et le chef des Loups de la Nuit, donc c'est le fameux club de motards russes, qui est ami avec Vladimir Poutine, Alexandre Zadostanov, surnommé le chirurgien. Donc le chirurgien était là. D'accord. Oui, on avait pris connaissance de leur existence. Ils étaient allés à Berlin pour commémorer en fait. Ouais, et puis surtout ils avaient aussi été impliqués dans les événements de Crimée de 2014. Également, ouais. C'était eux qui avaient enlevé un général ukrainien qui était venu avec des ordres dans sa valise, demandant aux soldats d'une base ukrainienne de tirer sur la foule. Ouais. Ces représentants donc, venus de 4 pays n'ont pas tari d'éloges sur Alexandre Zakharchenko. Plusieurs ont fait des commentaires sur la suite des événements ou ce qui devrait être fait par la Russie, comme Kazbek Taïsaïev qui a dit que Alexandre Zakharchenko n'était pas seulement un bon ami et le chef de la République populaire de Donetsk, mais qu'il personnifiait la bannière russe de la paix et la lutte contre le fascisme. Il a dit, je cite, un tel coup comme celui qui nous a été infligé à tous aujourd'hui devrait recevoir une réponse adéquate. J'ai pris la parole à plusieurs reprises à la Douma et j'ai proposé de reconnaître les résultats du référendum de 2014. Je pense qu'il serait juste qu'en mémoire d'Alexandre Vladimirovitch, la Douma vote enfin et reconnaisse les résultats du référendum. Je pense que ce serait le meilleur cadeau qui soit en mémoire de lui. C'était un grand homme, c'est dur de perdre des amis. Ce qu'il a commencé ici dans le Donbass ne restera pas inachevé. Zakharchenko donc a été enterré avec les honneurs militaires aux côtés de Motorola et Givy, donc dans le cimetière surnommé la mère de Donetsk. Donc frères d'armes du temps de leur vivant, c'est ensemble qu'ils reposeront désormais. En attendant, cet assassinat a, comme on pouvait le craindre, des conséquences négatives sur le processus de paix dans le Donbass. On avait dit que Kiev démentait être derrière cet assassinat, mais qu'un des députés ukrainiens les plus russophobes, Igor Mossichuk, avait appelé le gouvernement ukrainien à revendiquer l'attentat. Ouais. Voilà.
C'est un aveu. D'ailleurs, il y a un autre taré ukrainien, j'ai oublié son nom, là, c'est celui qui a une grosse moustache, là, qui est bien givré aussi, qui a dit que le jour où l'armée ukrainienne reconquérirait le Donbass, il s'assurerait de tuer les 120 000 personnes, parce que les premiers chiffres parlaient de 120 000 personnes qui étaient venues assister aux funérailles de Zakharchenko. Ouais. Mais à part ça, c'est pas un génocide qu'ils veulent commettre dans le Donbass, pas du tout. Donc il y a un aveu. Il y a deux aveux. Il y a un aveu qu'il y a des chances très nettes. Que ce soit le SBU qui ait fait l'attentat, et puis l'autre qui te parle ouvertement de commettre un génocide sur 120 000 personnes pour avoir assisté aux funérailles de leur chef de l'État. Allô Paris, allô Berlin, ils sont où là les garants là? Ah ils sont abonnés, absents comme toujours. Donc Moussichouk a dit que le gouvernement ukrainien était lâche de ne pas revendiquer l'assassinat de Zakharchenko. Puis après, je rappelle que c'est quand même les gens de l'RPD que Kiev traite de terroristes. Je vous laisse juger qui méritent ce charmant petit qualificatif. Oui, et pendant ce temps-là, l'armée ukrainienne s'est renforcée à coups de mercenaires étrangers, de volontaires néo-nazis et d'instructeurs américains et canadiens en vue de préparer une offensive dans le sud de la RPD. Donc ça, je vais en reparler un petit peu après. La diplomatie, elle, était totalement mise à l'arrêt par cet attentat, alors qu'une nouvelle date de rencontre au format Normandie était attendue. Lavrov, donc le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que suite à l'assassinat de Zakharchenko, il était impossible d'envisager une telle réunion. Bon, c'est compréhensible quand on voit, donc comme je le disais, le silence des chancelleries occidentales et puis surtout Paris et Berlin. Aucune condamnation. Alors le must, c'est quand même Paris qui a parlé. Donc ils ont fait un petit truc une petite réponse suite à une question de la presse là-dessus. Ils ont dit qu'ils étaient au courant des derniers développements dans le sud-est de l'Ukraine. Oui. Dernier développement. Un chef de l'État qui se fait assassiner, signataire d'un accord dont vous êtes les garants. Mais vous appelez ça un développement, c'est très intéressant comme concept. Moi, lénifiant à souhait. C'est complet. Complet. Malheureusement, donc si Paris et Berlin réagissent pas, ils ne condamnent pas les actes de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que la Russie voudrait discuter avec des terroristes et leur soutien? Parce que c'est ça, Si Paris et Berlin ne disent rien, c'est qu'ils sont d'accord. Qui ne dit mot consent. Donc dans ce cas-là, pour la Russie, elle n'a jamais négocié avec les terroristes. C'est clair. La méthode de la Russie, c'est on va les buter jusque dans les chiottes. Donc pour l'instant, pas de réunion au format Normandie prévue. Or, c'est malheureusement les seuls qui avaient permis parfois de faire avancer un peu le processus de paix. Donc en clair, si la France et l'Allemagne ne réagissent pas rapidement, je pense que l'escalade de la situation semble inévitable. On avait dit la dernière fois que la date du 14 septembre, mentionnée par Bassourine comme date potentielle de la future offensive, correspond assez bizarrement au jour où la Cour d'appel de Londres rendra son verdict dans l'affaire du dossier de la dette de 3 milliards de dollars que l'Ukraine doit à la Russie, plus les intérêts. Alors depuis 4 ans maintenant, on est quasiment à 5 milliards. Si l'Ukraine est condamnée, quoi de mieux pour glisser cette dette sous le tapis que de relancer la guerre et prétendre la mener contre la Russie pour ne pas rembourser. Donc là, il semble que le 31 août, c'est pas seulement Alexandre Zakharchenko qui a été tué. Pour moi, ce jour-là, c'est peut-être les accords de Minsk et la paix qui ont été assassinés avec lui. Je suis assez inquiète sur le développement de la situation, surtout quand on voit ce dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire le bilan des bombardements. Oui, je fais une parenthèse, si tu veux, je lâche assez peu souvent mon opinion sur ce sujet-là, mais je crois que le mois de septembre va être sanglant, malheureusement, parce que d'une manière générale, il faut savoir que, et Essar Midani en avait convenu, les événements qui se produisent dans le Donbass sont connectés aux événements qui se passent en Syrie. En Syrie, c'est l'offensive actuelle contre Idlib. Avec les menaces d'intervention militaire américaine. Voilà, avec les risques de false flag chimiques et compagnie. En tout cas, on va montrer donc le graphique des bombardements de la semaine. Pour que les gens se rendent bien compte que là, du 1er au 7 septembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 50 reprises, donc on est à plus du double de la semaine dernière, avec une accélération brutale. Donc les 3 derniers jours de la semaine, mais ça s'est continué durant les dernières 24 heures, puisque durant les dernières 24 heures, il y a eu 18 violations et 163 munitions tirées par l'armée ukrainienne, donc c'est énorme. A été tiré dans les dernières 24 heures plus de la moitié du nombre de munitions de la semaine, puisque pendant la semaine, il y avait eu 246 munitions tirées, tout calibre confondu.
Donc là, effectivement, c'est pas trop parti pour revenir à une situation pacifiée. Non, ça c'est clair. Le nombre de localités touchées a lui aussi augmenté. On était à 15 la semaine dernière et cette semaine, c'est 18 localités de la République qui ont été touchées. D'ailleurs, au niveau destruction, ça se reflète puisque 19 habitations ont été endommagées, 8 ont totalement brûlé, entre autres à Zaitsevo et Kominternovo. Il y a eu 11 baraques qui ont brûlé, qui ont été endommagées ou brûlées complètement à Kominternovo dans la nuit d'avant-hier à hier. Voilà. On parlait de terrorisme de la part de Kiev, c'est manifeste, hein. C'est-à-dire, qui, à part des terroristes, s'en prendrait à des civils et à leurs habitations, hein. Ouais, bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ouais, et c'est ce qui me pousse pas à dire que ça va s'arranger, c'est que de grandes quantités de pièces d'artillerie ukrainiennes ont été détectées hors des hangars où elles sont censées se trouver et ont été repérées près de la ligne de front, planquées dans 2 pseudo-hangars de ferme. Entre autres 12 lance-roquettes multiples Ouragan de 220 mm, 18 lance-roquettes multiples Grad de 122 mm, 18 canons tractés Jetsin B de 152 mm, 18 obusiers D30 de 122 mm, 18 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm et 18 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm. Donc il y a du lourd qui est sorti en quantité énorme, ça a même été noté par l'OSCE. Et la RPD a communiqué en fait ce qui semble être les futurs plans d'attaque de l'armée ukrainienne. Donc ça a été obtenu par les services de renseignement de la RPD, hein, avec on a des sources au sein du quartier général, hein, des forces armées ukrainiennes, des quartiers généraux d'unités qui sont sur le front, etc. Donc d'après les informations qu'on a, un groupe de frappe offensive a été constitué par l'armée ukrainienne près de Mariupol, donc dans le sud, avec la 36e brigade de marine, la 79e brigade d'assaut aéroportée, la 128e brigade d'assaut de montagne et une partie des unités de la 56e brigade d'infanterie motorisée. Les tirs de soutien de ce groupe de frappe seraient assurés par la 406e brigade d'artillerie et une partie des unités de la 55e brigade d'artillerie, de la 27e brigade d'artillerie et des 32e et 107e régiments d'artillerie qui sont équipés, eux, de lance-roquettes multiples. Donc c'est ce qui expliquerait les sorties massives de lance-roquettes Ouragan et Grad. Le régiment Azov, qui fait partie de la garde nationale, hein, donc régiment néo-nazi, est aussi concentré dans cette zone. Le total donc de ces unités militaires aligne plus de 12 000 soldats. D'après les données préliminaires, l'intention des envahisseurs est la suivante. Le jour J, entre guillemets, après une préparation d'artillerie utilisant les roquettes et les canons, la 36e brigade commencera l'offensive, donc suivant une ligne Chirokino-Kominternovo en direction de Novoazovsk. Donc on mettra la petite carte qui montre le plan de bataille qui est prévu. Pendant ce temps-là, la 79e brigade avancera suivant la ligne Nabelezhnoye-Zaïchenko en direction de Rosa-Luxembourg et simultanément la 128e brigade d'assaut de montagne lancera une offensive de diversion en direction de Telmanovo et couvrira le flanc gauche donc de ce groupe offensif. Le but de ces manœuvres, c'est bien sûr d'arriver à la frontière avec la Fédération de Russie en 5 jours. Bon courage les gars. Oui, très optimiste. Hein. Ouais, très optimiste. Hein. Il croit à la Blitzkrieg. Après quoi, dans le territoire nouvellement occupé, il est prévu de nettoyer les localités des éléments indésirables et des opposants à l'occupation ukrainienne ou de ceux perçus comme tels, avec l'aide justement du régiment Azov et des unités de la 79e brigade d'assaut aéroportée. Dans le même temps, l'armée ukrainienne comprend bien qu'en menant de telles offensives, le nombre de victimes se comptera en centaines, si pas en milliers. Oui. Minimum. Hein. Voilà, minimum. Une grande quantité de logistique a été prévue. Le soutien médical des forces armées sera mené par les forces du 66e hôpital militaire mobile déployé au nord-ouest de Mariupol. On en avait parlé de celui-là. À propos de l'arrivée de ces fameux journalistes occidentaux. Alors, journalistes français. Oui. D'accord. Bizarre, hein, on retrouve les mêmes. Oui, non, mais c'est tout téléphoné, tout ça. Hein. Voilà.
Donc le personnel des institutions médicales de Mariupol sera aussi mis à contribution. En outre, 4 morgues mobiles constituées de camions réfrigérés ont été détachés auprès du 66e hôpital militaire mobile. La RPD n'exclut pas que des crématoriums mobiles qui avaient été utilisés par l'Ukraine pour dissimuler ses pertes en 2014 mais aussi en 2015 à Debaltsevo soient livrés à Mariupol. Bon, il semble que l'un des plans de réserve du quartier général ukrainien, ce serait de lancer peut-être même le début de l'offensive, soit par assaut aéroporté, voire par voie maritime. La RPD a mis en garde sur le fait que ça avait tout aussi peu de chances de réussir que les autres versions du plan. Il risque soit de ne pas arriver jusqu'à la plage, soit carrément de ne pas poser pied par terre. Oui, qu'ils arrêtent de rêver. Si on regarde la situation politique en RPD, donc on avait parlé du fait que suite à la mort d'Alexandre Zakharchenko, un conseil des ministres s'était réuni en urgence et avait désigné l'un des vice-premier ministre, donc qui était Dmitri Trapeznikov comme remplaçant d'Alexandre Zakharchenko, mais il y a eu un certain nombre de critiques qui ont émergé durant cette semaine concernant la légitimité de cette nomination. Entre autres donc des critiques de l'opposition, donc du mouvement Donbass libre, mais aussi du procureur général de la RPD qui a dit que bon, effectivement dans l'urgence, voilà, il fallait prendre une décision, mais que du point de vue de la Constitution, c'était pas très très correct, il y avait des entorses à la Constitution et qu'il fallait revoir un petit peu tout ça. D'accord. Voilà. Donc justement, le procureur général, suite à tout ça, a déclaré que du point de vue de la Constitution et de la légalité, seul le Conseil populaire, donc le Parlement de la RPD, a été reconnu comme seul organe encore légitime après la mort du chef de l'État. Donc le procureur général a dit c'est au Parlement en fait de désigner le successeur d'Alexandre Zakharchenko et pas au Conseil des ministres. Donc, le Parlement s'est réuni hier pour nommer un nouveau chef de l'État par intérim, et c'est Denis Pouchiline, donc le président du Parlement, et je rappelle qu'il était négociateur en chef à Minsk, qui a été choisi. Lors de ce vote, le Conseil populaire a aussi finalement voté pour l'organisation d'élections le 11 novembre 2018. Lors de ces élections, les habitants de la République voteront pour élire leurs députés et le chef de l'État. La décision a d'ailleurs été saluée et approuvée par Trapeznikov lui-même, qui a déclaré qu'il avait été obligé de tenir le rôle de chef de l'État dans l'urgence après la mort de Zakharchenko pour maintenir l'ordre et permettre aux funérailles de se tenir dans de bonnes conditions, mais qu'il fallait respecter la constitution du pays. Au vu de ce qu'il a déclaré, je crois même qu'il était soulagé, tu vois, de laisser la place à Pouchiline. Je pense que Trapeznikov se sentait pas forcément à la hauteur du rôle. Et que c'est une marque d'humilité, ça. Oui, je pense que Trapeznikov c'est quelqu'un de bien, et mais je pense qu'effectivement il a senti que c'était un rôle trop lourd pour ses épaules. Et qui s'est dit que quelqu'un comme Denis Pouchiline était plus apte à gérer, parce que c'est quand même un poste important, tu peux pas mettre n'importe qui à une place comme ça. Oui, c'est clair. Donc il y a un article plus complet qui viendra, mais voilà, on a eu les infos hier au compte-gouttes pendant que j'étais justement à Saour-Mogila, puisque comme chaque année, le 7 septembre, la République populaire de Donetsk a célébré avec un jour d'avance le jour de la libération du Donbass à Saour-Mogila, donc c'est cette colline qui avait marqué la libération du Donbass en 1943, après que l'armée rouge l'ait reconquise des mains de l'armée nazie. Et elle avait de nouveau été scène d'une grosse bataille en 2014 avec les mêmes conséquences, puisque l'armée de l'RPD l'avait finalement conquise et en avait éjecté l'armée ukrainienne. Qui était l'armée ukrainienne, qui était déjà composée d'éléments néo-nazis. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a une répétition à 71 ans d'écart. C'est ça. Et donc là, l'année 2018 a marqué les 75 ans de ce haut fait d'armes de l'armée rouge. En plus du concert et des commémorations en l'honneur des vétérans de la Grande Guerre patriotique, une cérémonie religieuse en l'honneur de tous ceux qui sont morts pour défendre le Donbass a été célébrée à la chapelle Alexandre Nevsky, qui, je rappelle, avait été construite l'année dernière sur les flancs de la colline. Suite aux événements politiques donc internes à la RPD, donc cette élection de Denis Pouchiline au poste de chef de l'État par intérim
C'est le ministre de la Défense, Vladimir Kononov, qui est venu représenter le gouvernement de la République. Il s'est adressé d'abord aux vétérans, puis à l'ensemble des habitants de la République venus pour célébrer les 75 ans de libération du Donbass. Environ 5000 personnes qui étaient quand même présentes pour ces commémorations. Il a dit, je cite, « Il y a exactement 75 ans ici sur cette colline de Saour-Mogila, l'hydre fasciste a été décapité. Ici ont eu lieu ces batailles dans lesquelles l'armée rouge a montré que nous n'avons qu'une mère patrie et vous devez vous battre pour elle jusqu'à la fin. Je veux que vous sachiez qu'ici, la terre est couverte de sang sacré, le sang de ceux qui ont survécu en 1943. Nous avons tenu en 2014. » Donc après une minute de silence en l'honneur de ceux qui sont morts pour reprendre cette colline par 2 fois, des salves de tir ont retenti pour saluer leur courage. Des fleurs ont été déposées au pied et au sommet du monument près de la flamme éternelle, ainsi que sur les tombes des soldats qui sont morts là en 2014 contre l'armée ukrainienne. Voilà, voilà. Et on va faire un petit voyage vers la France, puisque la justice devait se prononcer donc le 6 septembre, suite aux injonctions de Kiev qui voulait faire dissoudre le centre représentatif de la République populaire de Donetsk en France. Donc je rappelle, pour ceux qui ont oublié, qu'en mars 2018, suite aux pressions des autorités ukrainiennes sur le gouvernement français, le ministère des Affaires étrangères demandait au parquet d'Aix-en-Provence de lancer une procédure judiciaire contre cette association de loi 1901, donc centre de la représentation de la République de Donetsk en France, pour la dissoudre. Le procureur a essayé de justifier cette procédure complètement délirante en déclarant que cette simili-représentation diplomatique en France créait un trouble à l'ordre public national et international. Rien moins que ça. Encore un peu, et je crois qu'il nous prédisait l'apocalypse mondiale si le centre représentatif continuait d'exister. Qu'il arrête de fumer la colle, le procureur. Ça devient une habitude parmi les autorités en France de toujours utiliser le prétexte du trouble à l'ordre public pour supprimer pour les essayer droits... de supprimer toutes les voix dissonantes. C'est ça. le prétexte bien pratique. Mais bon, comme l'avait souligné donc le chef du centre représentatif, Hubert Fayard, cette représentation n'enfreignait en rien le droit, c'est pas une ambassade, elle ne prétend pas en être une, elle ne délivre aucun passeport ni document officiel de la RPD. L'audience qui était prévue en avril a été repoussée plusieurs fois. Il a finalement eu lieu le 6 septembre 2018. Le verdict a été à la hauteur de la déception de l'Ukraine et de ses soutiens médiatiques, puisque le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté la demande du procureur, estimant que cette représentation de la RPD en France ne créait pas un trouble à l'ordre public national et international tel que cela justifiait de violer le droit français concernant les associations de loi 1901. Pour le tribunal, le caractère illicite de l'association et du but qu'elle poursuit n'a pas été établi et elle peut donc continuer ses activités de manière normale. Hubert Fayard s'est bien sûr félicité de cette décision qui respecte le droit français et qui porte un camouflet terrible à la fois aux autorités de Kiev et au Quai d'Orsay. Sans surprise, l'ambassadeur ukrainien en France n'a guère apprécié cette décision et a demandé au procureur de faire appel. Je tiens à rappeler à ce monsieur que ceci, c'est ni plus ni moins que de l'ingérence, dans les affaires judiciaires d'un autre État. Je rappelle qu'il y a des pays qu'on sanctionne et qu'on cloue au pilori médiatique pour de simples soupçons d'eux, et d'autres comme l'Ukraine qu'on laisse faire sans s'indigner. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je pense que c'est le sponsor qui change la donne, qui donne des ailes à ces nazis là, parce que franchement, ils auraient pas osé faire ça en temps normal. Non. Et l'ambassadeur ukrainien n'est pas le seul à pester. Les médias ukrainiens, mais aussi des journalistes pro-Kiev, comme ce cher Sébastien Gobert, spécial dédicace, ne peuvent pas s'empêcher de cracher leur fiel tant cette décision les révulse, quitte à faire quelques petites entorses à la vérité, comme dans cet article pour RFI où M. Gobert n'hésite pas à dire qu'en Ukraine, les Français sont perçus comme très russophiles et complaisants vis-à-vis de la politique de Vladimir Poutine. Alors, soit les Ukrainiens sont myopes et M. Gobert oublie de corriger cette appréciation au regard des faits réels, soit il essaie de noircir le tableau, parce que depuis le Maïdan, il n'y a pas beaucoup d'États qui soient plus complaisants avec Kiev que la France, à part Washington et le Canada. Oui. Bon. Parce que je rappelle quand même que la France fait partie des États européens qui ont renié l'accord signé entre Yanukovych et l'opposition en 2014, à peine 24 heures après sa signature, légitimant ainsi le coup d'État du Maïdan. Je rappelle aussi que la France n'a jamais fait réellement pression sur l'Ukraine
pour que cette dernière respecte les accords de Minsk, dont Paris est pourtant garante, sans parler de l'aide financière, militaire, des accords pour que la gendarmerie française puisse former les forces de l'ordre ukrainiennes, alors que ces dernières sont infestées de nazis que Paris fait semblant de ne pas voir, ou du contrat de vente d'hélicoptères à l'Ukraine, alors que cette dernière utilise ces engins pour exterminer sa population dans le Donbass. Suffit d'ailleurs de lire le communiqué des autorités françaises après cette décision de justice et le fait que Paris a décidé de faire appel du jugement rendu pour voir que la France soutient activement Kiev. Si avec tout ça, la France est russophile et complaisante avec Poutine, je sais pas ce qu'il faut à l'Ukraine pour dire le contraire. Faudrait peut-être que l'armée française vienne aider pour son petit génocide dans le Donbass. Je suis même pas sûr que ça serait suffisant. Voilà. Le meilleur morceau, c'est quand même pour la fin, quand ce cher Gobert mentionne que le défunt chef de la République populaire de Donetsk, Alexandre Zakharchenko, alors là, il n'a pas pu s'empêcher de glisser une crotte de nez, qui est une contre-vérité totale, en déclarant que Zakharchenko était le chef autoproclamé de la RPD. Alors, je vais faire appel à M. Sébastien Gobert. Retourne sur les bancs de l'école de journalisme. Parce que tu es censé quand même savoir qu'en novembre 2014, il y a eu des élections en RPD et en RPL pour élire les chefs de l'État et les députés des deux républiques. Donc comment est-ce qu'on peut parler de chefs autoproclamés ? C'est un non-sens, je veux dire. Ou alors il faut déclarer tous les chefs d'État élus du monde entier comme étant des chefs autoproclamés. Oui, donc Macron est le chef autoproclamé de la France. Oui, parce que... Oui, il y a quand même des doutes concernant l'élection de Macron et surtout de l'Assemblée nationale. Voilà, je passerai d'ailleurs sur le qualificatif d'État fantoche qui a été accolé à la RPD, qui en dit long sur le mépris de ce journaliste pour un État qui est né de la volonté du peuple du Donbass, c'est-à-dire de l'essence même de la démocratie. Oui. Retourne à tes cours de grec, Sébastien. Démocratie qui veut dire pouvoir du peuple. Donc avant de cracher sur la propagande russe, je pense que M. Gobert ferait bien d'aller réviser donc ses cours à l'école de journalisme et d'apprendre à laisser sa russophobie maladive de côté quand il écrit pour éviter d'être frappé de mémoire sélective et de se vautrer ainsi dans les contre-vérités et la désinformation. En tout cas, en attendant le 6 septembre en France, la justice et la vérité ont triomphé dans le tribunal d'Aix-en-Provence et c'est déjà un très grand pas dans la bonne direction pour l'avenir de la République populaire de Donetsk. Espérons en tout cas que la patrie des droits de l'homme continuera sur cette voie positive et que l'appel subisse le même sort que le premier jugement. Oui, c'est un minimum. Ouais. Alors, si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, quand on dit non, il n'y a pas de nazis en Ukraine... BHL le dit, il n'y a pas de nazis. Ouais, puis les journalistes français comme Sébastien Gobert qui disent que les nazis n'ont pas le pouvoir en Ukraine. Alors, cette déclaration a été faite pour quand même bien situer le truc en direct sur la chaîne de télévision ukrainienne ICTV, donc c'est vérifiable. Il se cache même Internet. plus. Il se cache même pas. Et la déclaration a été faite par le président de la Rada, donc le président du Parlement ukrainien, ce cher Andriy Paroubi, donc fondateur de Svoboda, qui soi-disant n'est plus du tout un nazi. Oui, donc c'est pas le balayeur qui vient juste nettoyer la Rada tous les jours, le matin, très tôt ou très tard. Non, du tout. Et c'est charmant monsieur, donc qui soi-disant est qualifié par les pro-Kiev comme Gobert qui essayent de cacher la merde sous le tapis. Ils te disent que non, il est plus nazi maintenant, qu'en gros il a changé d'obédience politique. C'est bizarre parce que sur ce plateau de TV, il a quand même qualifié Adolf Hitler de plus grand démocrate de l'histoire. Oui, ça ose tout. Ça ose tout. C'est effarant. Effarant. Là, c'est quand même énorme. Là, c'est quand même... Donc, il a lui-même fait remarquer qu'il était un grand adepte de la démocratie, sachant que ce monsieur est soupçonné quand même d'être impliqué dans le massacre des gens à Odessa. Oui. Et il a une conception fascinante, je pense, de la démocratie. Il faut lui demander sa définition du mot, parce que je pense qu'on ne doit pas avoir la même. Parce qu'il a même affirmé qu'il avait étudié la démocratie à un niveau scientifique. Avant de lancer, le plus grand homme qui a jamais pratiqué la démocratie directe était Adolf Aloysiovitch, donc patronyme, qui était formé par Paroubi pour désigner Adolf Hitler, dans les années 30. Voilà. Ouais. Il a ensuite appelé son auditoire à ne pas oublier la contribution du Führer dans le développement de la démocratie. On ne doit définitivement pas avoir la même définition de ce mot-là.
Moi, je pense que c'est de la démocratie, avec deux S à la place du T. Hein. C'est possible. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, pareil, on a entendu ni Paris, ni Berlin, J'allais le dire. Ni Bruxelles. Non, personne s'en est offusqué. Je rappelle que ce monsieur a été reçu au Parlement français avec tous les honneurs, avec De Rugy nous avait dit non, mais c'est tout à fait normal. Oui, mais enfin, voilà. De Rugy, il reçoit aussi les casques blancs avec le tapis rouge. Alors bon. Hein, mais bon, donc là, il semble quand même que certains politiciens ukrainiens aient un peu plus de couilles que les politiciens français, puisque le parti d'opposition ukrainien, donc l'ancien parti de Yanukovych, a exigé que Paroubi démissionne après cette sortie honteuse, et ils sont en train d'essayer de faire pression sur les parlements d'autres pays, entre autres européens, pour qu'ils condamnent les propos du président du Parlement ukrainien. Je pense qu'ils sont un peu mal partis, malheureusement. Mais ils sont courageux, parce que... Ils sont courageux, c'est dangereux pour eux, hein. C'est quand même très dangereux pour eux, hein, voilà. Donc... quand on vient de dire non, il n'y a pas de nazis en Ukraine, puis après quand il y a eu le truc de Paul Moreira, oui d'accord, il y en a un peu, mais enfin ils sont minoritaires, puis ils n'ont pas le pouvoir. Le mec est président du Parlement, d'accord, président du Parlement ukrainien. C'est le deuxième homme le plus important du pays, après Poroshenko. Parce que c'est une structure mono, comment je dirais, il y a qu'une seule assemblée, hein. Il n'y a pas de Sénat et d'Assemblée nationale. Je crois que il n'y a qu'une seule assemblée, c'est la Rada. C'est la Rada. Donc, je veux dire, c'est l'homme, le président du Parlement est l'homme le plus important après le président. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est le deuxième homme du pays, et le deuxième homme en Ukraine, le deuxième homme politique le plus important du pays en Ukraine, te sort que Adolf Hitler était un grand démocrate. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas de nazis au pouvoir en Ukraine. Non, soi-disant, c'est de la fake news, c'est de la propagande russe. Tout à fait. Mais bien sûr. Et pendant ce temps-là, à Kiev, les humoristes, hein, les deux prankers, Vovan et Lexus, se sont amusés aux dépens du ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak. Ils l'ont appelé en se faisant passer pour Piotr Poroshenko. Eh ben, ils ont fait grui-grui, non, au téléphone avant je sais pas, donc ils ont appelé Stepan Poltorak de nuit. Hein, ils ont travaillé ensemble, Vovan et Lexus. Hein, donc ils savaient qu'à ce moment-là, Poroshenko était aux États-Unis et que donc ils pouvaient monter leur fake, que ça serait plausible. Oui. Hein, donc ils ont même sélectionné des phrases, y compris à vocabulaire obscène, qui avaient été prononcées par Poroshenko lors de leur conversation précédente avec lui, puisqu'ils avaient déjà pranké Poroshenko, donc entre autres au sujet de la défense de l'Ukraine et de l'armée qui est dans le Donbass. Donc ils ont appelé Poltorak en lui faisant croire que c'était donc le président qui est en train de rentrer de Washington. Ils ont haussé le ton, ordonné au ministre de la Défense d'évacuer les armes de la zone de conflit dans le Donbass, et lui ont même proposé de présenter sa démission. Stepan Poltorak essayait de se justifier, bégayait, et lorsque nous lui avons dit de présenter sa démission, il a donné son accord. Eh bien... Voilà, ça en dit long quand même. Hein. Ah ben, il n'a pas de colonne vertébrale, le garçon, hein, c'est clair. Hein. Ça n'a rien d'étonnant. Je rappelle que voilà, l'Ukraine est un État qui se nazifie, qui est fasciste, et voilà ce que ça donne. C'est un pion, c'est-à-dire que celui qui dirige, il est très probablement à Washington. Hein. Voilà. Donc voilà la situation pour le moment. On va voir comment ça évolue, mais je pense que ça va pas aller vers une amélioration. Non. Mon sentiment, c'est que le mois de septembre sera vraiment sanglant. Hein, je pense que ça va être sanglant. En plus, là, du fait qu'on va organiser les élections en novembre, parce que là, il n'y a pas le choix. Il faut un chef de l'État légitimé par des élections démocratiques. Donc, je pense que ça va donner à Kiev le prétexte de ne pas prolonger la loi sur le statut spécial du Donbass. Ouais. Qu'elle devait renouveler là en octobre, et ça va leur permettre de justifier donc l'attaque contre ça va faire boule de neige. Hein. Ça va être une espèce d'escalade. Ouais, je pense. Là, je te dis, pour l'instant, ça continue en termes de violation assez, continue du cessez-le-feu. Donc, à mon avis. Il y a un moment où ça va déraper, et puis je pense qu'en plus la tenue de ces élections va les rendre complètement fous côté Kiev. Donc là ils vont tenter le tout pour le tout, et quitte à se casser définitivement les dents dessus, mais ils vont le tenter. Donc de toute façon ils feront un bain de sang, ça c'est certain. Ça ils sont en capacité de le faire.
Et puis d'un autre côté, il y a le sponsor nord-américain qui est pratiquement en train d'échouer dans sa bataille pour s'opposer à la réalisation du Nord Stream 2. Le Nord Stream 2, Nord Stream 2 a déjà commencé, donc voilà. les petits tronçons sont en train d'être posés au large de la Finlande, si je dis pas de bêtises. C'est ça. En plus, là, ils sont en train de chougner, j'appelle ça chougner, hein. Aux États-Unis, là, j'ai vu la déclaration d'une officielle américaine que le monde n'était plus unipolaire. Oui, c'est ça. Ils le disent d'une façon naïve et complètement, c'est presque enfantin, complètement immature, genre ouais, c'est plus nous qui faisons la loi. Désolé, effectivement. Et c'est mieux pour tout le monde. Moi, je dirais merci de faire des déclarations comme ça, parce que si on avait voulu les forcer à avouer avoir cet état d'esprit-là, on n'y serait pas arrivé. On n'y serait pas arrivé, non, ils le font tout seuls comme des grands, donc j'encourage les gens à les regarder, donc ça a été publié par Sputnik, on mettra le lien de cette déclaration qui ça laisse baba quand t'as un tant soit peu de jugeote et de bon sens. Quand tu vois ce truc-là, tu te dis mais ils sont complètement à l'ouest, quoi. Enfin, je veux dire, là tu te rends compte qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité qu'ils se rendent même plus compte de la portée des propos qui tiennent. Je veux dire, là ça devient grave quand même. Si vous vous rendez même plus compte que ce que vous sortez. Vous dévoilez vos plans, tu vois. C'est que j'ai des fois des gens qui disent ouais, mais quand tu dis quand même c'est du complotisme, hein, l'hégémonie américaine, machin, ils le disent eux-mêmes. On dirige plus le monde. Je sais pas ce qu'il nous faut de plus. C'est-à-dire que ça, avec le fait d'être traité de complotiste, du fait de le dénoncer, les gens qui sont un peu neutres, ils se disent clairement il y en a un qui est en train de se payer une tête, alors que l'autre essaye de dire des choses pour dénoncer un état de fait. C'est comme Ossichuk qui a dit que Kiev et le SBU devaient revendiquer l'attentat contre Zakharchenko, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, appeler un chat, et puis ou par oubli avec Adolphe, démocrate, hein. Allez-y, je veux dire, c'est du pain béni pour nous, hein. Mais ils sont tellement stupides et fanatisés qu'ils vont continuer. Grave. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, on va voir comment la situation évolue, mais je pense que ça va pas aller vers un mieux. Non. Donc, je te dis, j'espère seulement un samedi prochain. De toute façon, on va surveiller la situation de près. Oui, parce que là, ça voudra dire qu'on va être obligé de faire, probablement d'ailleurs, comme en Syrie, une section spéciale, une émission, spéciale. Sur le Donbass, parce que tu seras sous les bombes, hein, tu seras sous les tirs de missiles. Hein. Possible. Donc on va voir comment ça évolue. Soit Paris et Berlin se réveillent et arrêtent de faire n'importe quoi et décident enfin d'appeler un chat, même si j'y crois pas trop. Ah bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Soit effectivement on va aller vers une escalade. Je te dis de toute façon, avec l'attentat contre Zakhar, donc c'est quand même un des signataires des accords de Minsk, même si tout le monde essaie de continuer à s'y raccrocher en disant ils sont pas morts, mais en réalité, je veux dire, les élections qu'on va être obligé de tenir au mois de novembre vont servir de prétexte à l'Ukraine pour définitivement enterrer les accords de Minsk 2 et passer à l'offensive. Je rappelle qu'on avait en 2016 repoussé, donc on a fait des primaires et pas des vraies élections municipales à cause justement de la volonté des autorités de respecter les accords de Minsk et d'empêcher que l'Ukraine se serve de ça comme prétexte pour s'asseoir dessus. Donc là, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc ça risque d'être utilisé par Kiev et je vois, à part miracle, je vois pas ce qui va pouvoir les... Non, tous les éléments vont dans la direction dans ce sens-là. Tous les éléments vont dans ce sens-là. De plus en plus de voix en Russie maintenant, donc comme ce député pousse pour la reconnaissance de l'RPD et de l'RPL, je pense que c'est ce qui arrivera si jamais Kiev attaque. Je pense que ça se terminera avec une situation comme en Ossétie du Sud, où la Russie a fini par reconnaître l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie après l'attaque de la Géorgie. On va voir, situation à suivre. Il y a beaucoup de ceux qui t'écoutent, qui te voient, qui voient ton site web, qui s'inquiètent aussi de ta sécurité. Hein. Il y en a qui le manifestent très souvent dans les commentaires. Ouais.
merci en tout cas des commentaires qui sont faits, hein, parce que Ouais. ça encourage, ça t'encourage, ça m'encourage à Ouais. continuer d'enregistrer tes sites rep. Enregistré. Je vous remercie en tout cas de vous inquiéter pour moi. Et bon, bah, de toute façon, je fais le maximum pour faire mon travail tout en restant dans des conditions qui soient pas, on va dire, trop kamikazes ou trop suicidaires, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, voilà, de toute façon, bah, je dirais entre guillemets, si je dois me prendre un obus, je m'en prendrai un. De toute façon, pas être méchante, mais voilà, c'est. Je pars de ce principe. Je pars du principe que. T'es sur un théâtre de guerre. Sur un théâtre d'opération, je le savais avant de venir ici, donc je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Mais bon, voilà, je fais de toute façon attention. J'ai des gens qui veillent à ma sécurité, à ce que je ne prenne pas trop de risques non plus. Mais tout en me permettant de faire mon travail correctement. Donc, on va essayer de continuer comme ça, mais effectivement, ça risque de pas être simple. On va voir comment ça tourne. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine, sauf imprévu. Oui. Voilà. En tout cas, merci. On est obligé moralement de manifester de la gratitude pour le travail que tu fais et le danger que tu braves pour nous offrir un moyen de mesurer réellement l'actualité dans le Donbass en concurrence avec les médias mainstream qui nous racontent des salades. Et c'est tellement important d'avoir une bonne information, d'avoir une information authentique du terrain pour éviter de se laisser embarquer dans l'acceptation d'une guerre qui nous menace, hein, qui risque de nous exploser au visage, parce que c'est évident que la France sera à côté des États-Unis si une guerre se produit contre la Russie. Et d'autant, et donc le risque d'une confrontation OTAN-Russie sur le théâtre ukrainien. Donc on va voir comment ça se passe. Et en attendant, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Christelle. À samedi prochain. Au revoir. Merci. Au revoir.